Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre en ligne qui a pour thématique la relation client. Fidélisation client, relation client aux visiteurs, c'est vraiment une cible très stratégique et la période n'est pas facile en ce moment et c'est le moment de se poser les bonnes questions. Alors, mes clients vont-ils revenir une fois que la crise sera derrière nous? Ai-je tout tenté pour maintenir leur relation avec mes clients? Quelle méthode utiliser pour garder mes clients ou mes visiteurs? Donc, pour répondre à toutes ces questions et même ouvrir d'autres horizons, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau des invités de marque qui pourront nous éclairer par exemple sur ce que c'est la fidélisation client. Aujourd'hui, nous accueillons Alain Fettig, délégué commercial chez Europa Park pour le marché français. Pierre Dietrich qui nous accueille dans ce magnifique endroit de l'Aquilée à Chervillers. Il nous présentera ce lieu exceptionnel plus tard. Bruno Caro qui est directeur du Haut-Königsbourg, qui est un des lieux touristiques les plus fréquentés d'Alsace. Et Paul Fabing qui est directeur de la mission attractivité à Alsace Destination Tourisme. Alain Fettig, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué commercial chez Europa Park donc pour le marché français. Alors, on ne présente plus Europa Park, mais je vais quand même un petit peu le présenter. On est sur un des plus gros parcs d'attractions en Europe, voire du monde, avec près de 6 millions de visiteurs, de nouvelles attractions, de nouveaux complexes avec Rolantica qui est ouvert. Par exemple. Ouais, par exemple, exactement. Et cette crise coupe l'élan de beaucoup d'entreprises et bien sûr la vôtre aussi. Et c'est d'autant plus important que la relation client ou la fidélisation client est importante en ce moment pour vous. En quoi la fidélisation client est-elle essentielle pour vous? La fidélisation, c'est le moteur ou un des moteurs qui permet à un parc comme le nôtre, aussi grand soit-il, de vivre. On a besoin de retours clients, on a besoin que les clients reviennent. Toute activité touristique ne peut vivre seulement des visitorats uniques. Donc on a toujours besoin que les clients reviennent plusieurs fois. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. On va en parler maintenant pendant un certain temps. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'obligatoirement naturel. Quand on peut visiter quelque chose une fois, peut-être deux fois, mais après on va se lasser à partir du moment où on n'a pas un bon retour, où on n'a pas quelque chose qui nous motive pour un d'autres visitorat. Et c'est justement là que la gestion de relations clients est très importante pour le visitorat. Ouais. Alors j'imagine que vous avez quand même une grosse équipe derrière cette stratégie. Justement, éclairez-nous un peu sur cette stratégie client d'Europa Park. La stratégie client de ce côté-là, elle est relativement simple parce que dès le départ, elle a été basée sur une qualité de produit importante. Et donc, et aussi sur l'encouragement à faire revenir des gens, à faire revenir les visiteurs en réinvestissant tous les ans. Comme vous l'avez dit, il y a des nouvelles choses chez nous, mais justement c'est ça, et c'est l'un des secrets des parcs de loisirs, peut-être aussi d'autres sites touristiques, c'est de se réinventer, de créer tous les ans des nouveautés. Nous on le fait même plusieurs fois par an, puisqu'on a une saison hivernale, on a une saison estivale, etc. Donc à chaque fois, il faut remotiver, redonner quelque chose de nouveau, et puis l'accueillir avec qualité. Je dirais ça, c'est les premiers moteurs, on va dire c'est presque des choses qui vont de soi, mais c'est justement là un intérêt. Ensuite, derrière, évidemment, il y a une équipe qui travaille aussi. On a notamment des leviers maintenant qui se sont beaucoup développés sur les dernières années, qui sont les réseaux sociaux, qui sont Internet, etc. Et là, effectivement, on a une équipe très complète qui travaille là-dessus et des leviers qu'on met en œuvre tous les jours, en fait. Okay. Pouvez-vous, sans trahir vraiment de secret, on n'est pas là pour connaître tous les chiffres, mais nous donner le nombre de clients qui sont dans votre base de données? Alors on a à peu près aujourd'hui, puisque vous parliez tout à l'heure de presque 6 millions de visiteurs, on est un petit peu en dessous, 5,7 millions sur 2019. 2020, on va pas trop, c'était une année très spéciale, mais ça représente à peu près 2,5 millions de données de clients que nous gérons. Alors évidemment, là aussi, divisé sur nos différentes parties. Il y a des visiteurs qui viennent uniquement pour visiter le parc. Il y a des visiteurs qui séjournent dans nos hôtels, donc ça fait une autre base de données. On a des personnes qui viennent à Rolantica, on a des gens qui viennent sur Yulby, qui est un nouveau produit qui a été ouvert en 2020. Mais c'est vrai qu'on a différentes données, on a aussi des données d'entreprises, etc., puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire du séminaire chez nous.
Et tout ça, ça fait partie donc de cette base de données très complète. On a d'ailleurs depuis un certain temps même une toute petite équipe qui ne fait que gérer justement ces données parce que c'est très complexe et il y a aussi des restrictions et des choses qu'il faut respecter là-dedans. Notamment un peu le secret, enfin, ne pas tout ce qui est GRC, RGPD. Voilà, RGPD, voilà. C'est à ça que je faisais référence. Donc voilà, ça représente évidemment une montagne de données. C'est relativement lourd à gérer, surtout que Europa Park, comme on le sait, c'est une entreprise qui a 40 ans. Donc c'est des données qui ont évolué, qui ont avancé. Aujourd'hui, on ne saisit pas les mêmes choses qu'il y a quelques années, donc il faut sans cesse remettre à jour, sans cesse remettre en question les choses également. Et puis, par rapport à ça aussi, il y a une gestion particulière sur les réseaux sociaux, selon le média qu'on veut utiliser, selon des choses plus classiques comme des emailing ou des choses comme ça, ou alors justement la gestion quotidienne de médias tels que Facebook ou Instagram par exemple. Ok. Novembre 2020, le couperet tombe, le parc doit fermer. C'est une grande catastrophe pour le grand fan d'Europa Park que nous sommes tous et que je suis aussi. Comment est-ce que vous vous êtes adapté par rapport à cette crise, à cette fermeture que voilà, vous auriez dû ouvrir pour Noël aussi, oui. Donc, ce qui est une grosse période pour vous. Comment est-ce qu'on réagit quand on travaille à Europa Park par rapport à ça pour justement dire aux clients que voilà, on se retrouve bientôt, etc. Oui. Quelle a été votre réaction par rapport à ça? J'anticipe un petit peu, vous parlez de novembre 2020, mais on a connu la situation en mars 2020 déjà. Et évidemment, il a fallu réagir à plusieurs niveaux. D'une part, dès le départ, on ne pouvait pas ouvrir au printemps dernier. C'est le cas en ce moment puisqu'on est en train de retarder aussi l'ouverture. On ne sait pas encore trop quelle date sera fixée. Mais à ce niveau-là, effectivement, il s'agit de garder le contact. Il faut garder le contact, il faut adapter. On a adapté après toute la partie billetterie, mais ça c'est un autre thème. Mais rien que pour garder le contact, évidemment, on a non pas multiplié, mais on a continué de rester présent sur les réseaux sociaux. On a fait des vidéos, par exemple, hebdomadaires, d'ailleurs, qui s'appelaient Weekly, donc pour donner des nouvelles. On a fait des reportages diffusés sur les réseaux sociaux sur ce qu'on est en train de construire. Donc on retrouve justement toutes ces nouveautés qu'on est en train de mettre en place pour la nouvelle saison, etc. Donc on reste beaucoup en contact. On a d'ailleurs au niveau des salariés aussi, ça a beaucoup impacté. Beaucoup de personnes ont été en chômage partiel ou sont encore en chômage partiel, etc. Tout ce qui est du fonctionnement du parc. Mais les collègues, notamment des réseaux sociaux et du site internet, n'ont jamais été autant actifs puisque justement il fallait par un moyen ou un autre garder le contact avec la clientèle. Et demain, vous réfléchissez déjà à une autre communication différente. On parle toujours du monde de demain, du monde d'avant. On va ressortir un peu plus grandi de cette crise sanitaire. En termes de communication, en termes de fidélisation, est-ce que vous allez changer votre fusil d'épaule ou vous pensez que c'était une stratégie payante et donc on continuera comme ça Pour l'instant, alors évidemment, on est en train, notamment au niveau de la gestion des données, donc du CRM classique, on est en train d'évoluer justement, on a de nouveaux systèmes, mais pour l'instant, il faut quand même, il faut voir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux tels qu'ils sont restent quand même prioritaires. On a effectivement des choses comme des emailing, des choses comme ça, qui étaient encore très très en vogue il y a quelques années, qui le sont moins maintenant. Donc on est revenu plus sur une communication plus informative, plus dynamique, sur des posts plutôt sympas sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais pour l'instant, il reste quand même, c'est quand même là la grande base. On ne peut pas encore, je dirais, même si souvent on est tenté, on ne peut pas tourner complètement la page papier, comme beaucoup aimeraient le faire. On voit que même au niveau de la communication, on fait toujours
un peu d'affichage, on fait toujours de la télévision, on fait toujours des choses comme ça. On ne peut pas mettre tous les œufs, si on veut, dans le même panier. Il faut vraiment garder un contact avec un grand nombre de la clientèle, parce que justement les consommateurs aussi sont très différents. Nous, on communique sur la famille avec des enfants, on a des adultes, on a des ados qui aiment tout ce qui est sensation, mais on a aussi des seniors, on a un panel très large de clientèle. Donc on communique aussi, ou on s'adapte évidemment à tous ces secteurs de consommateurs, et on essaye de les toucher par différents moyens. Donc on ne fait pas tout pareil pour tout le monde. Effectivement, donc on parle vraiment de segmentation pour réussir bien à cibler la clientèle ou le visiteur. On va parler de visiteur pour Europa Park aussi. Oui, tout à fait. Client aussi, mais voilà. Bien sûr. Justement, peut-être que vous avez une clientèle dite comme assez régionale. Régional, extra-régional, on parle d'une région avec une zone de Charolise quand même très grande. Est-ce que ça va être votre future cible prioritaire, ou cela l'a toujours été? Ou est-ce que vous continuerez à faire de la promotion vraiment à l'étranger, ou très loin, quoi? Tout à fait. Alors, on a effectivement une clientèle d'une très grande région qui est le cœur de cible, on va dire, hein. On va appeler ça par son nom, qui est effectivement une clientèle suisse, une clientèle du sud de l'Allemagne, une clientèle française, je dirais d'un très grand quart nord-est. Mais effectivement, pour nous, ces clients-là, ces visiteurs-là, qui sont la base, ce sont justement eux qui reviennent, dont je parlais tout à l'heure, qui vont revoir les nouveautés, etc. Mais au-delà de cela, on est un parc à l'échelle européenne, voire mondiale. Donc aujourd'hui, on est aussi au niveau de la France, sur toutes les régions plus lointaines, des personnes qui viennent séjourner. De la même façon sur l'Allemagne, sur l'Autriche, sur l'Italie, etc. Donc on est au niveau européen. Et puis un petit peu plus loin, sur les États-Unis, sur Israël, sur d'autres régions du globe, on va dire, où on a une clientèle qui vient, et qui vient plutôt séjourner à ce moment-là. C'est là qu'on fait la différence, nous, entre justement ces visiteurs de nos hôtels, hein, puisqu'on a quand même 6 hôtels et plus de 1250 chambres. Et donc ces gens-là, on les voit différemment, on les touche également différemment que le visiteur qui vient au quotidien. Et tout ça se mélange évidemment dans le parc, mais le mode de consommation est un petit peu différent. Très bien. Alors, si vous deviez résumer tout ce qu'on s'est dit, ou en tout cas en une phrase, la fidélisation client au niveau d'Europa Park, ce serait quoi? Alors, la fidélisation client, c'est pour nous, je dirais comme je l'ai dit en introduction un peu, c'est le moteur. C'est quelque part, c'est de créer une relation particulière entre le visiteur et le parc. Alors elle s'est créée au fil des années, elle ne s'est pas faite toute seule, mais ce qu'on constate, et c'est ce qu'on pousse aussi, c'est qu'il y a un attachement très fort entre nos visiteurs et le parc. Le fait qu'on soit un parc familial pour la clientèle, mais aussi une gestion familiale, puisque c'est une famille qui est derrière Europa Park, et ça se sent par l'équipe aussi. Et donc voilà, c'est vraiment ça, c'est de créer une relation. Et c'est justement, je dirais, c'est le premier levier d'une bonne relation client, c'est un attachement au produit. Hein, donc voilà, on n'est pas, c'est quelque chose qui est bien identifiable. Et ensuite, justement, par les réseaux, par un petit mail pour un anniversaire, ou par une petite vidéo qu'on envoie à nos clients avant qu'il arrive, hein, une petite vidéo à son nom, donc c'est quelque chose de valorisant pour lui. Et ben on crée une relation avec lui, et on lui permet par d'autres moyens comme des applications, des jeux, etc., d'emmener aussi le monde d'Europa Park chez lui après sa visite. Et tout ça, ça crée un ensemble qui fait que le client, le visiteur est fidèle, voilà, et revient d'année en année. Ça représente, je ne sais pas si on a cité le chiffre, mais ça représente plus de 80% de nos visiteurs. Ce qui est énorme, oui. Voilà, tout à fait. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Fédic, pour votre intervention. Je vous en prie. Et bien, on va passer directement à notre deuxième intervenant, Pierre Dietrich. Bonjour. Bonjour, Pierre. Du domaine Aquilée.
Donc Pierre, tu gères l'Aquila à Chervillers, donc c'est un vignoble qui conduit en agriculture biologique depuis 1999 Exactement. et en biodynamie depuis 2003. C'est ça. Alors j'ai entendu parler du bâtiment en paille le plus grand d'Europe, on peut le voir un petit peu là-haut. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail ton établissement? Oui, avec plaisir. Alors du coup, effectivement, l'ensemble de la production est en bio depuis 1999 et en biodynamie depuis 2003. Mais c'est seulement depuis 2016 qu'on a construit le bâtiment dans lequel on est. Avant ça, on était apporteur de raisins. Donc on apportait des raisins dans une coopérative. Et on vinifiait pas. Donc le bâtiment ici n'existait pas. On n'avait pas de pressoir, on n'avait pas de cuve, on n'avait pas tout ça. La marque Aquila n'existait pas. Et c'est qu'en 2016 qu'on a construit le bâtiment ici. Et du coup, dans la même démarche, on a continué, on a fait un bâtiment qui est fait complètement en paille pour réaliser un bâtiment passif du coup. Et qu'à ce moment-là, du coup, on a acheté l'ensemble des machines pour démarrer le bâtiment. C'était une sacrée aventure qui a démarré à ce moment-là pour pouvoir ouvrir nos portes en octobre 2017, donc un peu plus tard, et démarrer du coup la commercialisation de nos vins et l'accueil du public par la même occasion. Donc c'est une aventure qui est toute jeune et qui est toute récente. Très bien, merci. Est-ce que en tant que vigneron, la fidélisation client, ça te parle? Oui, la fidélisation de clients, ça nous parle. En tant que vigneron, ça me parle beaucoup parce qu'il y a vraiment deux aspects. On est sur un produit qui est très convivial quand on parle de vin. Donc déjà, il y a une première partie, on va dire, qui est sur le produit en lui-même. Sur le produit en lui-même, aujourd'hui, on a une fidélisation qui se fait en fonction de la clientèle pour chaque vigneron parce que c'est comme pour un restaurateur ou comme pour un produit atypique. On est sur des produits en fait qui vont refléter un terroir, un mode de production, un mode de vinification et qui du coup vont être chacun différents des uns des autres. Et plus on va rentrer dans un produit typique, plus on va avoir une clientèle très fidèle. Et du coup qui chez nous est particulière parce qu'on fait ici ce qu'on appelle du vin naturel. Donc on travaille ici sans soufre pendant la vinification, uniquement en levure indigène. Après je pourrais vous en parler pendant une demi-journée, mais je ne vais peut-être pas vous en parler. C'est une prochaine thématique. Et du coup, en termes de goût, c'est vrai qu'on est sur des typicités de goût qui sont très particulières et sur des vins qui sont libres. Et dans ce cadre-là, on attire une clientèle qui est aussi très particulière et très tranchée sur ce type de produit. Donc on a cette première partie. Et après, le lieu qu'on a fait ici, on l'a fait d'une façon un peu spéciale parce que avant de rentrer ici et avec mon frère de monter le domaine ici et que l'équipe nous rejoigne pour le monter, on s'est inspiré de beaucoup de choses à l'étranger. Et déjà en termes de technique, du coup, et je ne reviendrai pas sur l'ensemble de la technique, mais mon frère a vinifié en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, il a beaucoup travaillé en Suisse, en Allemagne, en Champagne, en Grand Cru classé, mais aussi en Alsace. Et en termes de voyage, on a visité énormément de lieux. Aussi aux États-Unis, aussi en Amérique du Sud. Et on a vu des structures d'accueil qui étaient un peu différentes des structures actuelles, plus traditionnelles qu'on pourrait avoir. Et on s'est posé beaucoup de questions pour essayer de faire un lieu qui soit du coup axé sur le vin, mais tourné d'une façon qui permette d'accueillir du public de façon un peu plus décomplexée, un peu plus relaxée, avec un bâtiment ouvert où on voit ce qui se passe dans les cuves, on peut faire d'autres événements et on peut t'attirer pour autre chose. Et du coup, effectivement, on a cette partie de clientèle qu'on a fidélisée avec une autre approche qui du coup pourra prendre, je pense, la suite du sujet de façon plus intéressante. Mais c'est du coup une deuxième partie au niveau de la fidélisation qui est aussi très importante pour nous. Ok, donc fidélisation, pas seulement par l'investissement dans un lieu, mais fidélisation aussi par la technique du vin. Je fais un vin différent, j'arrive à fidéliser des gens qui aiment mon vin, qui soit naturel ou vinifié d'une façon différente. On vend et un produit, et quand les gens viennent ici, ils achètent aussi une expérience. C'est pour indiquer aussi à nos prestataires qui nous regardent que on n'est pas forcément obligé de construire quelque chose d'énorme pour fidéliser une clientèle. C'est aussi dans son travail et dans l'acte de vinification qu'on peut fidéliser une clientèle aussi, quoi. Complètement. Parfait. Revenons un petit peu en arrière. On nous a susurré à l'oreille qu'il y avait un type de communication un peu différente face à la crise que tu avais opéré. Donc explique-moi un petit peu ce que tu as réalisé par rapport à ça. Alors on a fait beaucoup de choses. Alors déjà je vais pas dire parce qu'on est toute une équipe déjà. Il y a déjà l'équipe au sein du domaine qui est assez dynamique, on est une équipe jeune, donc ça c'est une chance. Et on a aussi tous les réseaux avec lesquels on évolue. Et du coup, en termes de communication, c'est vrai qu'on ne voulait pas, déjà dans un premier temps, on n'avait pas envie de faire une communication qui soit soutenez-nous, qui soit plutôt, on ne va pas dire négative, mais un peu triste. Et ce qu'on a souhaité faire du coup, c'est
on reste un produit avec le vin et comme les parcs d'attractions ou comme du coup les jolis châteaux qu'on a ici, on reste un produit de divertissement et qui permet aux gens de sortir de leur quotidien. Et nous, on a la chance d'être un produit de première nécessité, donc d'avoir le droit de travailler encore et donc du coup de pouvoir continuer à vendre du vin. Et dans ce cadre-là, les gens, quand ils ouvrent une bouteille de vin à la maison, puisqu'ils peuvent continuer à le faire heureusement, ont cette liberté finalement de s'émanciper de ce qui se passe un peu et de la période triste qu'on a actuellement. Et en faisant du coup, dans notre communication, on voulait continuer à favoriser ça. Et alors déjà, on a fait une communication fun, où déjà on s'amuse beaucoup, on ramène un peu d'humour. On a fait une newsletter en début d'avril dernier, au tout début du confinement, qui était tellement drôle qu'on a eu plus de 100 réponses de mails, alors que normalement, quand on en a 4 ou 5, même si les gens, on est déjà content d'avoir 4 ou 5, mais c'était assez sympa. Et on essaye aussi de sortir les gens. Donc déjà dans la communication qu'on va faire, on va essayer de les emmener dans les vignes, on les emmène dans le chai, on leur fait des accords MEV, hein, on leur parle d'autres choses. Et quand on est bloqué à la maison en plein confinement et qu'on voit les vignes, les plantations et tout, qu'on se promène dans le terroir, c'est vrai que ça donne envie, quoi. Après, en termes de communication, on a fait beaucoup de choses. Il y a aussi des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, hein. Et on a du coup ici, pour pouvoir de nouveau ramener les locaux, par exemple, on a mis en place, du coup, avec l'équipe ici à Locavor, on a mis en place les paniers de fruits et légumes parce que ça répondait aussi à une demande. Et avec finalement des partenaires avec lesquels on faisait déjà tout ça, les gens pouvaient déjà chercher de la viande de la ferme de la Bouille quand elle n'avait pas le temps de les livrer, de les ramener ici, ou les glaces des différents partenaires avec qui on travaille. Mais là, du coup, on l'a vraiment, on a un peu plus appuyé, un peu plus structuré. Ça a permis de resserrer les liens avec les prestataires aussi. Complètement. Et c'était vachement important. Et après, pour donner un événement qu'on a fait en termes de communication, qu'on a adoré et qui du coup reflète bien la fraternité qu'il peut y avoir finalement dans le monde de la viticulture et avec les acteurs qu'on a autour de nous, c'est qu'on a fait pendant le deuxième confinement, du coup, on s'est dit on va pas refermer une deuxième fois le caveau, il se passe rien ici, c'est fou quoi. Ça va être dur psychologiquement de le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et utiliser ce lieu pour faire un truc chouette qui permette de continuer à garder le lien. Et on avait du coup les restaurateurs qui pouvaient plus déguster, qui n'avaient plus fait de salon depuis 1 an, qui n'avaient plus à se mettre à jour. Et en même temps, on avait du coup les hôteliers, les cavistes, quelques petits importateurs, mais ceux qui pouvaient encore se déplacer. On leur dit venez goûter les vins, mais venez pas juste goûter les nôtres. On va mettre en place un système avec du coup toutes les associations, et ça allait très très vite, que ce soit les vignerons de Chervillers, du Grand Cru Frankenstein, l'association des vins libres d'Alsace, donc ceux qui sont tous les vins qui sont naturels, et en même temps soutenus par le CIVA. Et du coup, on a pu faire une belle opération où on a fait une onothèque géante qui s'est montée en 1 semaine. Et cette onothèque géante, elle a référencé plus de 300 références de vins différentes. Avec une 60aine de vignerons différents, mais aussi des producteurs d'alcool fort et quelques personnes qui faisaient de la bière. Et du coup, on a pendant 3 semaines étalé la dégustation pour que les pros puissent venir à chaque fois par groupe, donc par groupe de petits pros, c'est-à-dire un restaurant avec une équipe de 4 personnes ou 2 cavistes, et qui du coup avaient l'opportunité de goûter les 300 vins. Et ils avaient toute la cave pour eux. Donc on a pu faire ça, et il a fallu s'adapter au Covid, donc les gens n'avaient pas la capacité, enfin ils ne se mélangeaient pas, donc on a eu de la chance, on n'a eu aucun cas contact suite à ça et tout. Donc on est assez content de cette partie, mais ça nous a permis du coup de faire goûter à plein de gens, que de nouveau les gens puissent regoûter les produits, voir comment ils ont évolué, et de faire une action commune. Parce que du coup, tous les vignerons, il y avait beaucoup de travail pour faire ça, tous les vignerons, toutes les équipes ont participé, et on a pu faire quelque chose tous ensemble. Et ça nous a permis de ressouder les liens, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, comme cette année, on n'a pas fait le Sentier Gourmand à Chervillers, on n'a pas fait beaucoup d'événements, et ça nous a permis de faire une activité différente. Et ça, c'est une autre communication qu'on a fait qui nous a beaucoup plu. Ok, donc et fidéliser encore plus les prestataires, peut-être même en avoir de nouveaux, etc. Donc ça c'est très, très important. Et juste à titre d'information, parce que ça a l'air très structuré comme organisation, depuis quand est-ce que vous pratiquez la gestion de relations clients ou la fidélisation visiteur chez vous? Alors chez nous, quand on dit chez nous du coup depuis le début du domaine, c'est depuis début 2018, puisqu'en fait au départ on n'a même pas de produit. Il faut imaginer qu'ici en 2016, il n'y avait même pas encore de dalle au sol. Hein. Donc quand on a commencé à vinifier ici, il y avait 3 murs de paille, un toit, de l'eau, de l'électricité, et on a continué à construire le reste au fur et à mesure. Donc on a vraiment ouvert en octobre 2017 et on a fait l'inauguration, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire du coup de la fidélisation client, donc vraiment à partir de 2018, aussi par l'embauche du coup de
Thomas qui a ici géré le caveau et la partie du caveau et qui a permis de faire un développement à ce niveau-là et de faire une fidélisation. Et aussi, du coup, ensuite, en travaillant avec les différents prestataires qui sont autour. On a bien sûr les hôtels qui sont autour, mais on a aussi des acteurs comme le Haut-Königsbourg, il y a des acteurs comme les différents tours opérateurs et toutes ces personnes qui nous ont permis de démarrer. Après, à titre personnel, j'ai une formation j'ai aussi une formation commerciale, et donc c'est quelque chose que j'ai commencé bien avant le domaine. Ok, vous avez apporté l'expérience un petit peu au domaine, quoi. En s'inspirant aussi, comme on l'a dit avant, de beaucoup de choses qu'on avait vues à l'étranger et de belles choses qui fonctionnent. Et ça nous a permis du coup de mettre en place pas mal de choses au niveau de la fidélisation client et des choses qu'on aime faire aussi. Ok. Et une phrase justement pour résumer un peu notre entretien sur cette gestion de relations clients, comment est-ce que tu pourrais résumer ça en une phrase? Difficile, hein? Difficile de résumer ça en une phrase. Je pense que la fidélisation client aujourd'hui, il faut qu'elle soit à la fois collective pour nos types d'opérations. Donc, on l'a aujourd'hui avec cet événement qui est organisé par l'ADT, par exemple, et par les offices de tourisme qui sont autour de nous. Et il faut quelque chose de collectif, surtout dans notre secteur d'activité, parce qu'on est beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin quand on est tous ensemble. Et il faut qu'on soit réactif. Et donc la réactivité, ça se fait par une équipe jeune, par le fait de rebondir, par le fait de… Quand je dis jeune, c'est jeune dans la tête, hein. On peut être jeune dans la tête à 60 ans, hein, et voire à bien plus. Hein. Et du coup, le fait de rebondir. Alors, c'était pas une phrase, hein, désolé. J'espère que c'est pas grave. En tout cas, on a très bien compris aussi. Merci Pierre. De rien, merci. Pour ton témoignage. Nous sommes de retour avec de nouveaux invités. Alors, j'accueille maintenant Bruno Caro, qui est directeur du Haut-Königsbourg. Un des lieux les plus touristiques, les plus fréquentés d'Alsace et du Grand Est, mais aussi un lieu de patrimoine à préserver. Vous avez été confronté à la fermeture du site depuis le mois de septembre, donc c'est une situation assez dure pour vous, mais vous avez décidé de vous battre et de réagir à votre manière et de manière collective surtout. Expliquez-nous un petit peu cela. On a déjà réagi en 2020, parce qu'en 2020 on a vécu cette crise, hein, comme tout le monde, avec un temps très court de sidération. On est vraiment resté un peu… Parce que le château ne ferme jamais, il n'a jamais fermé depuis un siècle pratiquement, et on a dû fermer du jour au lendemain. Il est habituellement fermé 3 jours par an, donc autant vous dire que pour nous, l'inactivité c'était inconcevable. Et finalement il a fallu regarder les choses en face, et très vite on a repéré 4 mots-clés pour construire de nouvelles médiations, pour résoudre les problèmes, pour faire face, et pour ouvrir le château différemment. L'aspect sécurité, l'aspect proximité. La proximité essentiellement, puisqu'on a vu le château habituellement accueille 45% d'étrangers. Donc par déduction, on a vu les vols d'avions annulés, etc. On s'est dit qu'il faut se retrouver une attractivité locale, on va dire régionale, hein, Grand Est plutôt, et puis allemande, puisque ce sont nos voisins. Troisièmement, le côté aussi intimiste. On a vu très vite que les gens voulaient se déplacer en famille, raisonner plutôt en cellule familiale, donc en tribu. Donc ça c'est le troisième élément. Et puis un quatrième élément, c'est au pied du mur, c'est l'innovation. Il fallait changer le logiciel. On était habitué depuis 40 ans à avoir une médiation qui certes évoluait, mais on était plutôt, on n'était pas forcément dans l'innovation continuelle. On était sur une continuité qui plaisait, mais là on n'a pas eu le choix. Donc ces 4 mots-clés ont permis d'inventer le château de demain. Ok, donc vous vous êtes tourné finalement sur une clientèle plus locale et donc à fidéliser du coup. Alors exactement, alors depuis des années déjà on avait cette volonté de fidéliser les publics locaux, qui sont des publics difficiles, exigeants, mais qui sont aussi ceux qui nous emmènent vers le haut. Je crois beaucoup justement à l'exemplarité locale, parce que les gens, il faut les séduire. On avait jusqu'à présent 2/3 de primo-arrivants au château, c'est-à-dire que les gens venaient en grande majorité pour la première fois et on ne revenait jamais au château. Donc là, on s'est dit, il faut absolument viser la clientèle locale, la séduire à nouveau, par de nouveaux outils, de nouvelles médiations, notamment à distance. Et là, on a découvert que le distanciel et le présentiel étaient complémentaires et que les gens, pour les fidéliser, qui étaient d'ailleurs confinés, rappelez-vous, hein, les gens étaient confinés chez eux, sans vraiment pouvoir sortir, venir au château. Donc on a pu garder le lien grâce à ces différents outils de médiation innovante, de séduction nouvelle, mais aussi d'outils à distance pour varier les plaisirs et toucher toutes les populations, tous les publics, personnes âgées, les familles avec des enfants en bas âge, les publics adultes, bref. On a pu ainsi développer différentes médiations. Ok, et vous auriez un exemple de quelque chose, enfin des choses qui ont été mises en place, une petite chose qui a été mise en place? Alors le château chez vous, tout simplement. On a inventé le château chez vous.
On avait le site internet, on communiquait sur les réseaux sociaux, mais finalement, on mesurait aussi, on fidélisait les clientèles, mais là, on a inventé vraiment un outil de médiation, le château chez vous. Pourquoi? Bien pour proposer le mercredi après-midi des petits jeux pour les familles, pour les enfants. Des petites rubriques aussi, on a beaucoup de collections au château, méconnues, qui ne sont pas sur le circuit de visite. Donc habituellement, les gens visitent le château, ressortent sans voir les collections qui sont innombrables dans les réserves, qui sont de grande valeur, qui sont très très importantes sur les malles, des coffres de la Renaissance, qui sont invisibles. Et là, grâce à ça, on a pu montrer des restaurations de meubles, des restaurations d'objets, et ça a beaucoup captivé nos visiteurs à distance. Est-ce que vous diriez que ça donnait un coup de boost au château, finalement nécessaire un peu Alors, paradoxalement, le Covid, bien sûr, c'était une période difficile. On vit tous, humainement, on préfère avoir les gens sur place. Finalement, ça nous a aussi re-questionné. On a dû se réinventer. Et finalement, on a inventé de nouvelles manières de voir le château, d'en parler. Et on a tiré la ficelle et on perçoit que le château a beaucoup de choses à dire encore. Il était méconnu et beaucoup de gens nous disent « on ne savait pas ça du château ». Donc on a appris avec cette crise qu'on pouvait aussi voir le château différemment, en parler différemment. Et on a mis en place d'ailleurs en 2020 une médiation d'été qui a plu, avec des scénettes costumées, avec ce château à distance, ce château en présentiel, qui est vraiment séduisant. La priorité, c'est donc garder le contact. Garder le contact pour pas, on va rentrer peut-être un peu, c'était un peu sombre, mais pour pas sombrer finalement, quoi. C'est surtout ça. Alors fidéliser, c'est séduire, c'est garder le contact. Donc il faut changer, ça c'est difficile, il faut innover. Donc il faut proposer différentes médiations culturelles, des ateliers même, quelquefois à distance, des visites présentielles, etc. Donc il faut vraiment varier les médiations et on a de quoi faire. Et en tout cas, c'est à ce prix. Pour fidéliser les gens, aussi, il faut avoir des politiques tarifaires attractives. Il faut peut-être mettre en place des cartes d'abonnement, beaucoup plus faciles. Ce sont de clubs, d'ambassadeurs. On a besoin aussi des locaux. C'est eux qui vendent le château auprès de touristes étrangers. Lorsqu'ils sont en Alsace, eh bien, ils cherchent aussi à visiter des choses. Eh bien, on a besoin aussi des locaux qui sont nos premiers ambassadeurs, en tout cas. Parfait. Et l'état de votre relation client avant Covid, est-ce que vous avez déjà une gestion de relation client, une politique de fidélisation client avant le Covid? Oui, on avait les outils, le LUI, etc. On est dans cet écosystème depuis des années déjà quand même, sur les réseaux sociaux, mais on mesure aussi, on mesure tout ça, les statistiques, etc. On est vraiment sur cette logique-là, d'observation et puis après d'adaptation de nos médiations en fonction des évolutions. Donc on est déjà là. Mais aujourd'hui, le Covid nous questionne, nous re-questionne, bien sûr, avec un changement complètement de prisme. Les clientèles étrangères qu'on avait, extra-communautaires, les Américains, les Asiatiques, on ne va pas les retrouver tout de suite. Il faut préparer, il faut redonner à la France, parce qu'on est dépendant aussi de grands opérateurs, à tout France. Il faut que tout l'écosystème fonctionne dans le même sens. Donc il faut reconquérir des clientèles étrangères qui ne vont pas revenir tout de suite. Donc en profitons-en pour peut-être recréer une médiation, recréer une offre locale, séduisante. Et puis lorsqu'on sera vraiment séduisant localement, on aura vraiment expérimenté. Je suis aussi beaucoup sur l'expérimentation. On peut oser se tromper et rectifier le tir, mais on sera prêt le jour J. Donc savoir d'où on vient pour savoir où on va finalement. Exactement. Il faut avoir ses valeurs, il ne faut pas tricher, il faut être exigeant en termes de qualité. Je crois que c'est la qualité qui prime. Et lorsqu'on a vraiment la qualité, on est séduisant. Il faut vraiment qu'on hisse le niveau et qu'on s'adapte aussi aux visiteurs qui évoluent. On voit bien que les attentes depuis 10 ans ou 15 ans ont changé. Aujourd'hui, les gens veulent du sur-mesure, veulent des médiations personnalisées, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Alors c'est vrai que l'objectif, c'est de garder 560 000 visiteurs par an, parce que c'est un peu l'objectif. C'était le chiffre qu'on a atteint en 2019. Le but, c'est reconquérir une clientèle identique en 2023-2024. Et en plus, apporter aussi peut-être une offre culturelle de médiation encore plus qualitative. Ça passe aussi par une personnalisation, donc c'est compliqué de faire de la qualité et de la quantité. Ok, très bien. Donc chaque chose en son temps et cette période est propice à la qualité finalement. Exactement. Donc c'est le mot numéro 1. Et donc cette conférence s'adresse aussi à des prestataires qui n'ont pas forcément la taille et la reconnaissance du château de Kingsbourg. Est-ce que vous pensez que les politiques que vous avez menées pendant cette période-là, même avant, sont adaptables à des sites touristiques un peu plus modestes? Je pense, la billetterie en ligne, on n'était pas forcément pressé de la mettre en place. Là, on a été confronté à une obligation. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a une maîtrise des jauges plus importante. Ainsi, pour les guides, par exemple, pour le personnel, mais aussi pour les visiteurs, il y a une certaine quiétude, paisibilité,
Et là, on atteint une qualité supérieure parce qu'on a moins de monde au même moment au château, donc on peut étaler la clientèle. Je pense que ça, c'est des choses qu'on peut faire pour les petits sites. Les sites peuvent se vendre à distance. On a envie aussi peut-être de vendre des visites virtuelles à terme de lieux du château qu'on connaît mal. La cuisine 1900, le cabinet de l'empereur, on a des petits joyaux, des petits bijoux. On a un canon chinois, par exemple, personne ne le sait. Un canon chinois extraordinaire. Donc on aimerait montrer des choses différemment. Et je pense que le distanciel, les outils informatiques, peuvent être un complément à la visite présentielle sur place. Donc ça, je pense que les petits sites, comme les grands, doivent passer par ça. La qualité, je pense, la billetterie en ligne, quand on peut la mettre en place, mais il faut qu'on invente des plateformes pour que tous les petits sites puissent aussi avoir peut-être accès à cet outil-là qui, pour moi, prépondérant. On ne peut plus aujourd'hui, on ne peut plus non plus improviser. Avoir des groupes comme ça qui arrivent, 500 ou 600 personnes, il faudra qu'on sécurise, parce que les gens demandent ça aussi, la sécurité aujourd'hui. Sécurité, qualité. Donc il faudra qu'on invente ça. Et puis, je pense que, alors je parlais d'alliance, mais d'alliage plutôt, présentiel, distanciel. Je pense qu'on est aujourd'hui sur une ère nouvelle, et on va garder quand même le côté positif de cette crise Covid. C'est des pratiques différentes qu'on a mis en place. Et ça, je suis persuadé que les petits sites aussi vont devoir non seulement se vendre avant la visite, pendant, mais après, grâce à des outils distanciels, des outils informatiques qui vont compléter, bien sûr, la visite sur place qui est, elle, prépondérante. Quand on va dans un restaurant, c'est pareil, on aime bien voir les plats, je pense, mais ce qu'on aime, c'est les déguster, hein, pour revenir. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, il faut allier les deux. Donc je parlerai plutôt d'alliage de métal façonné. Ok. Et la dernière question que je vais vous poser, c'est la question que j'ai posée à tous les intervenants pour l'instant. C'est en une phrase, pour vous, qu'est-ce que c'est la fidélisation client? Fidélisation client, c'est séduire, surprendre, et puis venez au château passer un moment de plaisir. Parfait, nous allons passer à notre dernier intervenant invité de l'après-midi. Paul Fabing, bonjour, comment vas-tu? Salut Maxime, très bien, ravi de te revoir. Oui, tu es le directeur de la mission attractivité à Alsace Destination Tourisme et un petit peu le chantre et le père de la GRC Alsace. Donc je vais te poser une première question, Paul. Pourquoi la GRC Alsace? Oui, alors la GRC est de père inconnu, hein, parce qu'on était plusieurs quand même. Donc, pourquoi la GRC Alsace? Oui, bonne question. Et en fait, ça a été à la conjonction de plusieurs choses qui étaient dans notre esprit. Et on sait depuis longtemps d'ailleurs que fidéliser, toutes les études le montrent, coûte 5 à 10 fois moins cher que conquérir un client. Donc c'est impressionnant comme chiffre, hein. Il suffit d'aller voir sur Internet les différentes études, on est toujours dans ce rapport-là. Et évidemment, face à ça, on faisait le constat que nous, institutionnels notamment, on consacrait beaucoup d'argent à conquérir, et il fallait sans doute le faire, mais finalement très peu, voire quasiment rien, sur la fidélisation elle-même de nos clientèles. Donc on avait un champ à investir qui paraissait tranquille même, dans la mesure où tout était à faire, quoi, en fait, tout était à inventer dans ce domaine-là. Ça, c'était vraiment le premier point. Le deuxième, c'est une autre étude, une étude américaine qui concerne toutes les marques, hein, d'une manière générale, et qui nous apprend que la première raison pour laquelle les gens quittent une marque, changent de marque, c'est le manque de contact, l'abandon de la marque. C'est-à-dire, en fait, finalement, l'Alsace est une marque, hein, la marque Alsace que tu connais très bien, et tu n'y es pas pour rien en plus, est une des marques les plus puissantes en France, hein, les marques territoriales, mais c'est une marque comme une autre. Et c'est vrai que donc on pouvait supposer que beaucoup de gens ne revenaient pas en Alsace simplement parce qu'ils nous oubliaient d'une certaine manière, parce qu'on ne leur parlait pas. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avancer dans cette idée de connaître nos clients et de continuer à leur parler pour entretenir l'envie de venir en Alsace. Et puis le troisième, c'était effectivement essayer de capitaliser sur cette formidable marque qui existe depuis 2010, je crois, hein, de mémoire, et qui, enfin moi, je travaille un peu sur toute la France, voire un peu à l'international. C'est une des marques les plus puissantes qu'on ait en France, une marque territoriale. D'autres territoires qui ont ces capacités comme l'Alsace ne l'ont pas fait de manière aussi forte, comme le Pays Basque par exemple. La Bretagne a fait une belle marque également. Lyon en a fait une très puissante. Mais voilà, on fait partie des plus puissants dans ce domaine-là. Et finalement, on ne capitalisait pas sur cette marque par rapport à cette notion de
de fidéliser des gens à cette marque, d'agréger les gens autour de cette marque. Et donc c'est là où on s'est dit, mais pourquoi nous, en tant que destination, tout simplement, on n'allait pas essayer de fidéliser les visiteurs, j'emploie ce terme à dessein, dans la mesure où nous ne sommes pas, nous, dans une démarche commerciale, puisque ça, c'est l'affaire de tous les opérateurs, les gestionnaires de sites comme Bruno, ou les hôteliers, ou les responsables d'hébergement, etc., etc. Et on s'est dit, finalement, avec un message simple qu'on pouvait transmettre à tout le monde, c'était de se dire, plus il y aura de gens qui seront fidèles à Alsace, plus des gens consommeront des prestations touristiques en Alsace. Donc on est dans quelque chose de pas qui remplace la fidélisation que doivent faire tous les opérateurs touristiques, mais quelque chose qui va plutôt la renforcer, parce qu'on va rajouter une couche de ce qu'on appelle de sens, parce que aujourd'hui c'est une des valeurs montantes, c'est-à-dire donner du sens à un séjour sur place, c'est-à-dire faire en sorte que nos visiteurs, de plus en plus, se sentent un peu alsaciens quand ils repartent, un peu dépositaires de cette marque. Et toi, tu le sais bien, puisque un nombre invraisemblable d'ambassadeurs d'Alsace ne sont pas du tout alsaciens, n'habitent pas en Alsace. Et c'est bien la preuve qu'on peut être fier de cette région, on peut être porteur de ses valeurs sans être natif de cette région. Tout à fait, les Alsaciens de cœur sont parfois de plus fidèles ambassadeurs que les Alsaciens d'origine. Oui, tout à fait, oui. Alors, le mot GRC, est-ce qu'on doit le bannir ou est-ce qu'on dit fidélisation visiteur? Parce que je pense que c'est un petit mot barbare qu'on va enlever peut-être de notre vocabulaire. Oui. C'est technique, mais pour tous nos prestataires qui regardent cette vidéo, on va plutôt parler de fidélisation visiteur ou fidélisation client en fonction de la catégorie dans laquelle il se pose. Il ne faut pas vraiment en termes de termes trop confondre, mais la GRC peut être très technique. On va parler plutôt fidélisation visiteur ou fidélisation client. Donc la fidélisation visiteur Alsace, c'est quoi en particulier? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors, concrètement, on est allé voir ce qui se passait ailleurs. Il y avait déjà des destinations qui s'étaient lancées dans ce domaine-là, très peu, surtout en France. Et on s'est inspiré de ce qui est un peu l'exemple emblématique, c'était la station de Val Thorens, dans les Alpes. Alors évidemment, on n'est pas une station de ski, donc c'est très différent, on est bien d'accord, on n'est pas monoproduit non plus. Mais par contre, ils avaient une démarche très très aboutie, ils ont toujours une démarche très aboutie dans ce domaine-là, avec un succès fulgurant. Ils sont même allés jusqu'à mesurer l'impact de leurs actions de GRC, ce qui est très compliqué. Eux le font et on a des résultats, ils ont des résultats vraiment très impressionnants. Et donc, pour être très concret, on s'est lancé dans une première phase qui est d'essayer d'ouvrir et d'entretenir une conversation avec les gens qui connaissent et qui sont venus en Alsace. J'insiste bien sur le thème, ils sont venus en Alsace. C'est des gens qui nous connaissent, c'est pas des gens, c'est pas des prospects, c'est des gens qui nous connaissent. Et donc en fait, ces personnes, elles peuvent être dans deux situations finalement. L'une, c'est de nous connaître, mais de ne pas être là en ce moment, ce qui est le plus fréquent en fait. Et la deuxième, c'est les personnes que nous connaissons et qui sont en Alsace en ce moment même. Voilà. Et en fait, pour ces personnes, on a ce qu'on appelle cycle relationnel qu'on a mis en place. Donc le premier, pour ceux qui ne sont pas là, c'est ce qu'on appelle un cycle annuel. C'est quelque chose qui se propage régulièrement dans l'année. C'est quelques messages par an qui sont essentiellement ou quasiment exclusivement d'ailleurs basés sur la mise en désir du territoire. Il n'y a jamais dans ces messages d'offres concrètes, ni de temporalité forte. Évidemment, il y a quelque chose sur Noël, sur les saisons, mais pas sur un événement particulier. Moi, je donne souvent l'exemple de ce que faisait Val Thorens dans ce cycle-là. Au mois d'octobre, quand vous êtes abonné, quand vous êtes déjà allé à Val Thorens, vous êtes dans leur tablette, vous recevez un mail avec une photo des cimes enneigées avec les premières neiges et 2 spatules, et le message, c'est uniquement « Et vous n'avez pas les spatules qui vous démangent ». Vous voyez, le type de message qui est juste fait pour faire un petit tilt dans la tête et se dire, tiens, le ski, ça va commencer vraiment à me titiller, il faut que je m'en occupe. Mais ce message existe déjà maintenant en Alsace, on en voit vraiment de la mise en forme. Depuis 2017, on a lancé cette GRC avec cette vision-là pour ce cycle annuel, donc des messages vraiment émotionnels, uniquement de l'émotion en fait. On essaie de transmettre ça et ça marche plutôt bien. Alors, on est prudent, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de récupérer des adresses à tire-larigot. On est vraiment très précautionneux là-dessus et on a des résultats très très forts techniquement, si vous voulez, par rapport aux envois qu'on fait.
très peu de gens se désabonnent, donc on n'importune pas les gens. Et c'est là où on se rend compte de la puissance de la marque Alsace, parce que quand les gens nous aiment, et je pense que les Alsaciens eux-mêmes ne savent pas à quel point nos visiteurs nous aiment. Alors, je ne fais pas de flagornerie en disant ça, mais c'est un constat réel, c'est très très impressionnant. Et du coup, les gens ne se désabonnent pas, et les gens ouvrent les mails, ce qui est aussi pas si fréquent en fait. Voilà. Donc on est très très content de cet aspect-là des choses. Et pour la deuxième partie, c'est-à-dire quand les gens en séjour, alors là on s'appuie sur le réseau des offices de tourisme alsaciens, et puisque c'est une opération complètement partagée entre les différents niveaux de collectivité. Et là on est dans ce qu'on appelle une communication informationnelle, c'est-à-dire qu'on indique aux gens, on a demandé aux offices de dire mais quelles sont les 3 ou 4 choses à faire à partir de votre territoire pour chaque jour de l'année. Donc je suis à Haguenau, qu'est-ce que j'ai à faire autour d'Haguenau? Je suis dans la vallée de Villers, qu'est-ce que vous me proposez? C'est Okay. un peu la notion, c'est comme ça que je l'ai amené, c'est la notion du menu du jour. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Le menu du marché, quoi, en fait, comme un restaurant. Aujourd'hui, il y a un truc sympa, c'est ça, parce qu'il y a une actualité particulière, ou c'est le totem du territoire classique. Voilà. Mais c'est cette notion de sélection. Et on envoie un mail tous les jours, cette fois, pendant le séjour, aux personnes qui sont là, pour leur proposer ce service. Et là aussi, les enquêtes qu'on fait derrière, les taux d'ouverture et les taux de lecture sont excellents, ce qui montre que c'est un service qui n'est pas du tout rejeté. Enfin, les gens ne se sentent pas agressés par le service. Donc on a de très bons retours, et ça c'est vraiment important. Néanmoins, évidemment, ça pose la question de savoir qui est là, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte, quand on fait ça, que la plus grande difficulté, c'est de savoir qui est aujourd'hui visiteur en Alsace. C'est pas simple en fait. Et ça demande, là, évidemment, de trouver des collaborations avec tous les opérateurs alsaciens, autant que possible, pour essayer de repérer les gens qui sont en Alsace pour pouvoir leur proposer le service de manière efficace. Ok. Est-ce que tu as quelques chiffres à me donner au niveau de la GRC, nombre d'abonnés, de personnes, nombre de mails envoyés, enfin, voilà. Ouais. Alors, on va en donner 2 pour pas polluer trop le débat, mais le premier, c'est notre base de contact de gens qui sont venus en Alsace et avec qui on entretient une conversation. Aujourd'hui, on est au-delà de 60 000 personnes. Alors, ce n'est pas un chiffre mirobolant, honnêtement, mais on est sur un panel très stable, c'est-à-dire qu'on a très peu de mouvement dans ce panel, donc ça, enfin de sortie plutôt, je veux dire d'entrée, on en a un peu plus, heureusement, mais voilà, et c'est un chiffre qui monte régulièrement, alors pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais c'est important. Et puis le deuxième, c'est que dans une année courante, on ne va pas prendre 2020 parce que c'était un peu particulier, mais dans une année courante, c'est déjà plus de 8000 séjours accompagnés, c'est-à-dire plus de 8000 familles, on va appeler ça comme ça, qui ont été accompagnées par ces propositions, qu'on relaye d'ailleurs sur un site qui s'appelle lisle.alsace, qui récupère toutes ces propositions des offices pour faire un outil à la disposition de n'importe qui pour s'organiser, organiser son séjour en Alsace avec les points les plus recommandés par les offices de tourisme, c'est-à-dire souvent ce qui est l'ordre de la demande, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on peut se rendre compte tous les jours, ou soi-même quand on est touriste quelque part, que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la liste complète de tous les monuments à visiter dans une région, mais les coups de cœur, ceux qui valent le plus le coup, ceux qui ont une particularité, ceux qui ont un petit plus qui n'est pas forcément lié à sa fréquentation, mais ce qui peuvent intriguer un peu. L'étonnement est aussi un moteur important, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que les 8000 familles, elles sont potentiellement des ambassadrices de l'Alsace, puisqu'elles ont été bien accueillies, qu'elles ont eu des informations, qu'elles vont le diffuser auprès d'elles. Ça peut être 8000 multiplié par 4 facilement, sans qu'on le note à l'intérieur. Mais tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est la phase, c'est une prochaine phase, on l'espère, c'est de transformer. C'est-à-dire que quand les gens sont passés en Alsace, à la fin du processus, on va les interroger sur leur satisfaction par rapport à ça. Et aujourd'hui, on les interroge déjà. Alors, on n'a pas des chiffres
très important de retour, mais les premières indications, c'est qu'on obtient des indices de satisfaction de l'ordre de ce qu'on appelle un NPS de 91, ce qui est plus qu'Apple, si tu vois le degré d'amour de la destination. Donc c'est phénoménal. Et effectivement, ces gens-là, maintenant, il faudrait qu'on réussisse, qu'on mette en place une démarche pour les valoriser et qu'ils deviennent de vrais ambassadeurs, des vrais prescripteurs de la région. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore en place parce que ça demande là aussi beaucoup de prudence dans la manière de l'aborder pour ne pas choquer les gens. Parce qu'en matière de GRC, ça c'est une des vraies difficultés, c'est que la moindre erreur se paye cher parce que si quelqu'un a l'impression d'être abusé ou d'être un peu manipulé, il va s'en aller tout de suite. On marche un peu sur un fil, effectivement. Quels sont les avantages pour le touriste? Alors, tu en as déjà évoqué 2-3, mais si tu en as encore d'autres à évoquer, voilà. Touriste, excursionniste, d'accord. On est sur pour le touriste, c'est un peu l'accroche qu'on a gardée, c'est de pouvoir profiter du meilleur de l'Alsace. C'est de se dire... je peux avoir des intermédiaires de confiance que sont les offices de tourisme pour ne pas me prendre la tête à essayer de trouver ce qu'il y a de plus intéressant. On va me l'apporter directement et je vais choisir là-dedans. Et quelquefois, je ne vais peut-être pas choisir dedans parce que j'ai une autre idée, j'avais préparé autre chose. Mais en tout cas, on ne va pas être vexé parce que quelqu'un essaye de l'isole, puisqu'on a personnifié cette relation avec ce personnage qui s'appelle l'isole, parce que l'isole me propose 4 choses à faire et que ces choses-là ont été jugées comme étant hyper intéressantes par les professionnels eux-mêmes de l'accueil touristique. Ok. Et quels sont les avantages maintenant du côté des prestataires? On parle des restaurateurs, on parle des hébergeurs, on parle des sites touristiques et autres. Quels sont les avantages pour eux? Alors ça c'est le moment un peu le nœud un peu de cette affaire, c'est que les prestataires ont souvent l'impression que donner ses contacts, c'est donner son trésor, en fait. Ou c'est le donner à d'autres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est complètement neutre, on n'est pas commercial, donc on ne dira jamais à un contact qu'on a eu par un gîte ou par un hôtel qu'il va falloir revenir dans cet hôtel ou dans ce gîte. Ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'est de faire revenir les gens en Alsace. Voilà. Et encore une fois, je répète, plus les gens reviendront en Alsace, plus il y aura de chances qu'ils reviennent dans les hôtels ou dans les gîtes qu'ils ont connus. Donc je pense qu'il y a un bénéfice certain là-dessus. Le problème, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que les prestataires aient réellement confiance en nous pour nous confier leurs contacts et que nous, on leur garantisse qu'ils ne partiront nulle part ailleurs et qu'ils ne serviront qu'à cette fidélisation à la marque. Ça, c'est la partie la plus difficile. Alors, on avance doucement parce que c'est un travail un peu de Romain. Quand j'entends que des billetteries en ligne se mettent, c'est vrai que c'est aussi des moyens qu'il faut qu'on étudie parce que ça pourrait permettre de le faire très facilement. En un clic, quoi. Oui, parce qu'en prenant un billet, d'être ensuite, de recevoir un mail en disant est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir quelques mails par an de la destination Alsace, je pense que c'est pas choquant ni offensant pour les gens. Voilà, on peut faire des choses assez efficaces qui pourraient nous ramener de plus en plus de monde. Je rappelle qu'en Alsace, on est, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, sur 12 millions à peu près de visiteurs. 60 000 dans notre base, c'est pas beaucoup finalement, quoi, hein. Donc on a beaucoup de marge encore pour progresser. Mais je voulais aussi juste dire, on parlait de chiffres tout à l'heure, il y a aussi des grandes chaînes hôtelières notamment et des opérateurs comme le groupe Accor par exemple, qui ont comme objectif d'équilibrer leur budget promotion entre la conquête et la fidélisation. Aujourd'hui, je disais que nous, on était à 90-10 ou voire 95-5. Aujourd'hui, on doit être à 90-10. Si demain, on est déjà à 70-30, voilà, c'est qu'on mette l'accent là-dessus, qu'on mette les moyens sur cette GRC parce qu'on peut faire des choses, très belles choses avec ça. Et en plus, pour rebondir sur ce que disait Bruno tout à l'heure, par rapport à cette crise, on est aussi sur un public de plus en plus effectivement local ou de grande proximité, on va dire. C'est la chance de l'Alsace d'être au cœur d'une zone de chalandise énorme. On peut faire beaucoup de choses par rapport à ça, simplement en ne laissant pas filer
l'information primordiale qui est le contact du client. Parce que si on n'a pas le contact, on n'a aucune chance de réussir à le fidéliser. Il faut vraiment qu'on arrive à l'attraper, entre guillemets, cette adresse mail pour pouvoir travailler avec. Et la GRC Alsace est en perpétuelle évolution, j'ai l'impression en perpétuel mouvement. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour 2021 ? Alors, une grande nouveauté, parce que c'était un grand débat pour nous, c'était la figurine de l'ISOL qui est l'expression de cette conversation de l'Alsace, en fait. Voilà, on avait une figurine un peu ancienne, peut-être. Voilà. Donc, on a une nouvelle mascotte, une nouvelle égérie, voilà, plus sympa, plus moderne, etc. Donc, c'est un petit teasing, parce qu'elle va apparaître dans quelques temps. Ça, c'était un premier point. Et moi, j'insisterai également sur une politique une approche plus forte des prestataires pour essayer de les faire rentrer. Et j'espère que cette émission permettra de convaincre un certain nombre de prestataires d'entrer dans la danse. Il y a par exemple des gîtes qui sont déjà dans l'opération avec Gîtes de France qui a fait des tests et apparemment tout a été extrêmement concluant pour les prestataires eux-mêmes. Ça permet aussi aux prestataires, cette GRC, d'avoir eux-mêmes les conseils des offices de tourisme, enfin de l'ISOL pour chaque jour de l'année. Donc ça permet de proposer aux gens tout de suite, même s'ils ne sont pas inscrits dans la GRC, d'avoir les conseils de l'ISOL. Et aussi en 2021, alors là j'espère que je ne vais pas trop vite, mais on a aussi l'ambition, par rapport à ce mouvement plus local, d'aller vers une fidélisation des habitants également. C'est-à-dire s'interroger sur comment on parle aux Alsaciens eux-mêmes de ce qui se passe en Alsace en termes de loisirs finalement. Parce que au Königsbourg comme ailleurs, peut-être ailleurs plus qu'au Königsbourg d'ailleurs, il y a la proportion des locaux dans les visiteurs est très importante. Et alors, l'exercice du jour pour la fin d'entretien, c'est est-ce que tu peux me résumer en une seule phrase, et je pense que ça va être difficile pour toi, la fidélisation client. Surprends-moi. Voilà, maintenir le désir. Ah bah alors ça, c'est beau. ça bravo, parce que c'était très bien résumé. Merci Paul pour ton intervention. Et il vient le temps des remerciements. Donc c'est la fin de cette émission autour de la fidélisation client, GRC Alsace. On tient tout particulièrement à remercier tous nos intervenants. Donc M. Fétic du Europa Park, Pierre de l'Aquilée, Bruno du Haut-Königsbourg, Paul pour Alsace Destination Tourisme et la mission Attractivité. Ils ont répondu présent à notre invitation, malgré leur emploi du temps, je pense, très chargé. Et nous espérons que cet événement était vraiment à la hauteur de vos attentes, chers prestataires, et que vous allez être nombreux à vous intéresser à cette GRC Alsace. Prenez contact avec votre office de tourisme. Et prenez contact avec votre office de tourisme. De toute façon, c'est le meilleur partenaire pour commencer à rentrer, à mettre un pied dans la GRC. Merci aussi à toute l'équipe d'Alsace Destination Tourisme qui a organisé cet événement. Sophie, Fabrice, Jean-François et Paul. Merci à eux. Alsace Destination Tourisme naturellement. TV2Com à la technique et les domaines Aquilée pour l'accueil dans ces merveilleux lieux. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos clients.